La halte humanitaire, elle a démarré en mai 2019, suite à une demande notamment de la ville pour mettre en place un espace d'hygiène pour accueillir les personnes exilées, donc, qui étaient à l'époque porte de la Chapelle et maintenant qui sont plus vers la porte d'Aubervilliers, porte de la Villette, vers Saint-Denis, Aubervilliers, enfin, qui sont un peu éparpillés partout. Cette halte humanitaire, elle avait pour but de faire travailler les associations ensemble autour d'un lieu fixe pour accueillir les personnes exilées et notamment leur permettre un espace d'hygiène avec des toilettes, des douches, l'accès aux soins, l'accès à des permanences sociales. Et après, nous, ce qu'on a développé aussi, c'est un espace avec des ateliers culturels, avec une permanence psy, avec des cours de français pour faire venir des bénévoles, notamment dans ce lieu-là. C'était important d'avoir une mixité. On ne peut pas comprendre ce qui s'y passe sans l'avoir vu et sans vraiment le sentir et le comprendre. Donc voilà ce qui se passe à la halte humanitaire. Je pense que c'est important d'avoir un lieu fixe pour que les gens puissent s'y retrouver. Bienvenue à la halte humanitaire. Nous sommes situés à Paris, porte de la Chapelle. Je vous présente ici, c'est les toilettes. C'est les toilettes, ça a été mis là pour les bénéficiaires, pour qu'ils puissent se soulager. Donc après les toilettes, allez-y, venez, je vais vous montrer le... Là, on a 2 fûts d'eau pour les servir au cas où ils ont soif, ils passent, chacun passe, il prend un gobelet, il se sert de l'eau comme il veut à volonté. Puis après, on y va. Ici, c'est la salle d'accueil. Ils viennent là, ils viennent se reposer, profitent de brancher leur téléphone. Dès qu'ils arrivent à cause de la pandémie, dès qu'ils arrivent, il y a des gels hydroalcooliques ici. Ils nettoient les mains avant d'entrer, en plus avec des masques. Dès qu'ils rentrent. Je m'appelle Ahmadouba, je suis sénégalais. Je viens de l'Espagne. Je suis là depuis 2010. Ça fait 2 mois que j'ai découvert ce lieu grâce à un petit Malien qui m'a indiqué le lieu parce que j'avais des problèmes pour laver les vêtements et prendre la douche. Il y a un jeune qui m'a indiqué le lieu pour que je puisse venir ici laver les vêtements, prendre la douche chaque matin. Oui, ça se passe bien. Ici, il n'y a pas de problème. Les travailleurs sont gentils envers nous. Il n'y a pas de problème entre eux et nous. Quand on vient, on nous traite bien. Le service, on nous rend très bien le service. L'idée, c'était à un moment donné de pouvoir proposer cet espace-là, en tout cas de pouvoir proposer un espace hygiène à la base aux exilés qui vivent en errance dans le nord parisien. Donc c'est à ce public-là que se destine principalement la halte. Mais on est un accueil inconditionnel, donc on accueillerait n'importe quelle personne qui se présenterait sur le lieu, femmes, hommes, sans distinction d'origine, de situation administrative. Le lieu est vraiment ouvert à tous et l'idée c'est de proposer des services de base, notamment d'hygiène, à ces personnes. Donc ça a été créé en mai 2019 avec une très forte affluence dès le début, puisque l'été dernier on est monté jusqu'à 400-500 personnes sur site en même temps. Petit à petit, après mai 2019, le lieu, on a voulu faire du lieu un lieu qui aille un peu au-delà, simplement des prestations d'hygiène proposées. J'ai rencontré les amis et puis en expliquant ma situation comme ça, et puis ils m'ont dit non, à la porte de la Chapelle, tu peux venir charger ton téléphone et puis de te laver, tout ça. Et si tu voulais te reposer un peu, il y a des sièges, tu peux te reposer dans quelques temps. Donc voilà. Because I don't know where is one place for take shower, for sit and speak with friends, and for mobile charging. My friends say me here is one place. We can go take shower, charge, and we can sit here and speak without problem. En ce moment, je fais 1 mois dans la rue comme ça, je connais, je ne me lave pas, je ne prends pas de douche, rien du tout, voilà. Mais depuis qu'il m'a montré ici, là, ça va. Oui. Oui, le matin, je viens, je prends mes douches, voilà, je change mon téléphone. Voilà, il ferme à 12h30, et puis à 14h encore, il ouvre jusqu'à 18h. Voilà.
Le but de la halte n'est pas tant de travailler, évidemment c'est de travailler sur un meilleur accueil des déplacés quand ils arrivent en France. Vouloir que la halte humanitaire continue, c'est continuer à penser qu'il y aura un mauvais accueil, en tous les cas pas un accueil bon pour tout le monde et qu'il y aura toujours des personnes qui vont être pendant un temps donné à la rue. Et donc c'est de travailler ce moment-là où les personnes sont à la rue et ensuite de travailler l'attente et ce moment d'attente qui rend fou les personnes parce qu'en fait ils ne peuvent rien faire. Donc c'est de mettre à disposition dans ce lieu-là, à côté des services d'urgence, une bibliothèque, un café, des bénévoles qui viennent juste discuter, de créer du lien social, de pouvoir, si on continuait, de pouvoir travailler peut-être, il y a des réfugiés politiques, un accès à l'emploi ou de pouvoir continuer cette collaboration avec d'autres associations pour qu'ils ne soient pas perdus dans l'errance et d'être un point d'information pour toutes ces personnes qui sont en fait perdues dans cette errance ou dans cette attente. Et cette attente, elle est très violente, parce que pour quelqu'un, un jeune de 18 ou quelqu'un, peu importe l'âge, de devoir attendre qu'une procédure se remette en place pendant 1 an, ce temps d'1 an où on n'a rien à faire et où on ne peut rien faire, on n'a accès à rien, il est très dangereux au niveau psychologique. Et là, on peut arriver à des personnes qui rentrent dans des dynamiques psychologiques très graves. Et donc maintenant, on a effectivement aussi développé tout un département sur la santé mentale. On travaille avec d'autres associations aussi sur la question de la santé mentale, parce que cette violence à la rue et cette inutilité qu'ils ont pendant 1 an, en fait, les rend fous. Là, c'est le centre médical. Le centre médical est ici, c'est ouvert du mardi 14h à 17h, jeudi 14h à 17h, vendredi 14h à 17h, dimanche 10h à 13h. Je m'appelle Régis, j'ai 32 ans, je suis infirmier et on intervient du coup sur la halte de jour boulevard Arnay pour faire des consultations médicales auprès de la population de demandeurs d'asile qui n'est pas en situation d'hébergement. Il y a un espace qui est réservé en fait pour recevoir des personnes pour des consultations médicales. Du coup, les infirmiers et les interprètes, on accueille selon la demande en fait, la personne qui a besoin de soins médicaux, d'une orientation médicale. On l'accueille, on écoute et on essaye de trouver l'orientation la plus adaptée pour cette personne. Et du coup, après, on peut la diriger vers un médecin, vers des structures de soins, soit à l'hôpital, soit vers d'autres associations, soit pour des problèmes somatiques, soit pour des problèmes psy. Du fait des mauvaises conditions d'accueil, en fait, les personnes elles restent pour une moyenne de 3 mois à la rue. Et du coup, c'est cette problématique-là qui va créer des problèmes somatiques. Après, la plupart des personnes, elles arrivent aussi avec des syndromes de stress post-traumatique liés aux difficultés rencontrées dans leur pays d'origine au niveau des conflits armés, au niveau des pressions politiques. Après, c'est des problèmes soit bucco-dentaires, soit cutanés, des problèmes cardiovasculaires. Vraiment, ce qu'on voit le plus souvent, c'est encore une fois lié aux conditions d'accueil. En fait, les personnes, elles attrapent des problèmes cutanés à la rue, mais elles ne viennent pas du pays d'origine avec des problèmes médicaux. C'est pendant le parcours d'exil que finalement les problèmes médicaux se créent ou s'amplifient, deviennent plus graves, quoi. Nous, on est pour que les personnes puissent accéder aux droits communs. Donc on n'aura jamais le plateau technique de l'hôpital, on n'aura jamais une pharmacie telle qu'à l'hôpital. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais le but c'est d'orienter vers les structures de soins de droit commun. Je m'appelle Ilham, je travaille au SAMU social en qualité d'interprète médiatrice sanitaire et en langue arabe et somalie, et ce depuis novembre 2019. Généralement, j'interviens dans toutes les consultations avec mes collègues soignants et aussi j'interviens aussi dans les consultations avec les partenaires du SAMU, comme avec les généralistes et notamment aussi avec les psys. Et donc, je traduis tout ce que mes collègues me demandent concernant un questionnement, que ce soit somatique ou que ce soit psy. En langue somalie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dialectes, mais il y a quand même un point d'intersection concernant les mots sur les maladies et tout ça. Généralement, ils sont assez débrouillards, les personnes, mais ce n'est pas toujours le cas. Comme pour les primo-arrivants, c'est très difficile. Comme j'ai un background dans l'enseignement, j'arrive à
calmer surtout les jeunes qui sont dégoûtés, qui n'arrivent pas à se loger, qui se sentent vraiment détruits ou bien qui se sentent pas bien dans leur peau. J'arrive quand même à les apaiser, mais quand ça me dépasse, on forme une équipe vraiment très solidaire. Mes collègues arrivent à prendre le relais. Quand je suis émue par exemple par un discours d'un migrant, là aussi je suis portée et soutenue. Généralement je ne me sens pas complètement larguée. C'est vraiment formidable l'équipe avec qui je travaille. Je suis vraiment très contente. Je me sens très utile et ça me fait un bien fou tout le temps de travailler avec des migrants, de les aider, d'être aussi avec une équipe formidable. J'ai l'impression qu'on les a tous choisis sur les volets et qu'ils sont là pour aider aussi leurs prochains. Mon rôle ici, c'est que je fais le rôle de secrétariat. Mais sinon, je suis une ancienne aide-soignante et j'ai fait une reconversion professionnelle de médiatrice sociale. Donc voilà, donc moi je remplis les feuilles quand les patients arrivent avant de voir le médecin. Moi je suis Evelyne et je suis infirmière à la retraite et je suis là en tant que bénévole pour tenir l'infirmerie. À l'occasion de l'ouverture de cette halte, ils nous ont contactés et on a dit, ben voilà, comme bénévolat, on a quelques heures à donner. Ici, ça c'est le psy. Elle est là le lundi de 14h à 17h. De 14h à 17h, une fois par semaine. Là, c'est la salle d'attente, le fauteuil, ils s'asseyent ils prennent des tickets. Ils restent là, dès que c'est ouvert, chacun passe par ordre d'arrivée. Alors, ce sont des permanences entre 2 et 3 heures. Nous sommes 5 psys et les gens passent quand ils veulent, quand ils en ont envie, ou alors sont orientés par les autres partenaires de la halte humanitaire. Donc nous accueillons les personnes, les entretiens durent environ une demi-heure. Voilà. Puis ensuite, il peut y avoir, selon les personnes que nous recevons, il peut y avoir des prises de rendez-vous qui sont honorées la semaine d'après. Donc ça se structure de cette manière, nos permanences. Il y en a qui reviennent plusieurs fois de suite, bien qu'on ne fait pas de la thérapie à proprement parler, mais on peut faire des suivis sur plusieurs semaines. Et ensuite, nous sommes aussi tributaires, comme eux, de leurs déplacements, du changement de lieu d'hébergement, des évacuations qu'il peut y avoir ou non. Mais il peut y avoir des gens qui viennent plusieurs fois de suite, oui. Ça peut aller du problème plutôt social et administratif. Ils viennent un peu se confier parce que ça rend dingue le parcours de la demande d'asile. Puis souvent, quand on creuse, on arrive sur du stress post-traumatique, sur ce qu'ils vivent ici en France, mais qui découle de leur vécu dans leur pays en guerre ou la traversée qu'ils ont effectuée, qui est très traumatisante pour la plupart. Troubles du sommeil, troubles anxieux, beaucoup d'angoisse, de peur, d'idées. Il peut y avoir des idées suicidaires aussi. Voilà. Nous sommes psychologues et psychothérapeutes. Nous aimerions avoir un psychiatre dans l'association avec nous, oui. Nous faisons des orientations, souvent nous, en psychiatrie, lorsque ça dépasse un peu nos compétences et que nous avons besoin d'évaluations plus approfondies, voire de médication. Donc nous faisons des orientations aux hôpitaux. Je continue encore avec certains au téléphone. Ceux qui ont peur de se déplacer, qui ne peuvent pas se déplacer, je continue. Donc ça fonctionne. Aujourd'hui, on a commencé avec d'un côté des travailleurs en santé physique, des médecins, des infirmiers, et d'un autre côté avec des psychologues et psychothérapeutes. Aujourd'hui, le fait de mettre ces deux corps de métier, finalement qui sont deux corps de métier du médical, mais de les mettre ensemble, ça nous permet de proposer une prise en charge médicale beaucoup plus large et de meilleure qualité que si ces deux acteurs étaient l'un d'un côté et l'autre de l'autre dans des lieux différents. Et donc on essaye de multiplier ces relations et ces partenariats justement afin de renforcer la qualité de ce qu'on propose ici. Ici, c'est la vianderie. On reçoit 10 personnes le matin, 10 personnes l'après-midi. Nous avons 2 machines à laver et 3 sèche-linges. Après 6 mois, on est sorti du dispositif juste d'urgence, en fait, avec des activités vraiment d'urgence et
où les personnes venaient juste prendre une douche ou trouver un soin et seulement se reposer, ce qui était déjà beaucoup quand on n'a rien et qu'on est dans les campements. Mais le fait d'avoir amené, avoir pu consolider la venue de beaucoup de bénévoles et des activités artistiques, donc d'artistes et d'intervenants sociaux, ça a permis à la halle de devenir un lieu ressource vraiment beaucoup plus détendu et qui permet aux personnes de trouver autre chose justement qu'un soin, mais aussi de créer du lien social, de se retrouver en communauté, de se sentir un peu chez soi, de se réapproprier les lieux. On va trouver du lien social, que ce soit avec sa communauté, avec d'autres communautés ou avec les Français à travers plein d'activités. Et ça a vraiment donné de la substance à ce projet et ça a permis de faire baisser la violence et la pression sur ces personnes qui sont très fragiles, qui arrivaient à des niveaux où si on n'avait pas assez de douches pour tout le monde, pouvait s'énerver. Et comme il y a plusieurs services qui sont proposés, ils viennent chercher autre chose. Et ça, c'était intéressant. Ici, c'est la salle d'artistes. Les bénéficiaires qui sont reçus ici, ceux qui veulent apprendre à dessiner ou soit danser, chanter, c'est une salle qui a été réservée pour eux. On appelle la salle d'artistes. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est vrai qu'en arrivant dans le lieu, le premier truc qui m'a marqué, c'est l'aspect extrêmement froid du lieu qui nous a marqué tous les deux. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'orienter nos premiers ateliers vers déjà s'approprier un petit peu, enfin que les bénéficiaires de ce lieu puissent s'approprier un petit peu l'espace et le rendre tout simplement un peu plus riant, un tout petit peu plus chaleureux, un peu plus accueillant, en apportant des couleurs et tout. C'était un petit peu le premier axe de travail qu'on s'était donné. Les premiers artistes, c'est la compagnie MP2A qui est arrivée avec leur volonté de placer la voix, d'apprendre à placer la voix et puis de faire chanter et puis de faire des ateliers plus sur le corps. Et nous, on était plus sur le faire et le dessin. Voilà. Mais en fait, ça commençait du coup en bas dans l'espace d'accueil par, on va dire, 5-10 minutes de faire le tour de tout le monde et de dire pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a l'intention de faire et d'inviter les gens à venir nous rejoindre. Au début, c'était pas évident parce qu'on savait pas trop quelle langue utiliser. Puis Abdoulaye notamment, il nous a beaucoup aidé là-dedans parce qu'il parle farsi et pashto et arabe et du coup nous un petit peu anglais et du coup avec les gestes, comment tu mimes et comment après tu animes un atelier avec plein de cultures et de communautés différentes. L'objectif vraiment pour moi principal, c'était vraiment d'avoir ce moment-là de un peu refuge, où on est tous ensemble autour d'une table et puis c'est calme, et puis chacun dessine à son petit espace. Ouais, et en fait, chaleureux. le dessin permet aussi ces moments-là de tout simplement sans doute de s'évader un petit peu, d'oublier peut-être certaines choses et puis aussi parfois de sortir un message aussi. On a eu parfois des cris un peu du cœur en dessin. Enfin, voilà. Mais en tout cas, il y a cette espèce d'injustice terrifiante et puis il y a ces moments juste de l'ordre de l'humain, du partage, de la communiquer, même si on n'a pas les mots en fait. C'est très simple en fait. Donc voilà, il ne reste plus qu'à espérer qu'on puisse continuer tout ça, Marianne. C'était utile en tout cas pour, je pense pour eux, au-delà des soins qu'ils trouvent ici à la halte et des coups de main pour les papiers, les aides pour la méthodo, pour les cours de français et tout ça, je crois que juste le moment de relation où on fait un truc ensemble, c'est tout le monde qui en a besoin. Enfin, moi j'en ai besoin autant qu'eux, quoi. Oui, on pourrait se dire que c'est vraiment pas essentiel. Et d'ailleurs, il y en avait qui nous disaient que j'en ai à foutre d'aller faire du dessin. Enfin, ils ne disaient pas avec ces mots-là français, mais c'était exactement ce que ça voulait dire. Et effectivement, il y a beaucoup d'autres sujets de préoccupation. C'est pas un métier prioritaire. Mais pourtant, en fait, ceux qui sont venus, ils sont venus. Et en fait, à mon avis,
ils étaient exactement à leur place à ce moment-là, quoi. Moi, je et pense ils en avaient besoin, quoi. Enfin, en tout cas... si c'est pas prioritaire, je pense que c'est quand même essentiel. C'est clair. Si tu peux avoir le temps de le permettre. Voilà. Donc tu vois, ça on a imprimé en sérigraphie, tu connais le principe, on imprime à l'envers. Du coup ici tu peux lire, là on va le lire de temps en temps à l'endroit, puis de temps en temps à l'envers, mais il y a marqué Paris, Halte. Ça c'était fait par un bénéficiaire, sous le principe du découpage. Un de nos fidèles, un Afghan, et il avait un dessin comme ça, à la fois très enfantin si on veut, mais en même temps super vivant. Enfin, pour moi, on est vraiment dans l'art brut, quoi. Ouais, il y en a beaucoup qui... L'abécédaire, quoi. On avait proposé un atelier plus en volume, enfin plusieurs ateliers plus en volume, où on est parti sur comment un peu à partir de carton monter des volumes, pour l'idée peut-être de faire un peu des masques et tout ça. Et donc il y a eu quand même des réponses assez rigolotes. Donc celui d'Abdullah justement. Le but aussi de ces ateliers, c'était de fédérer les communautés entre elles, parce qu'ils restent quand même vachement dans leur communauté, ce qui est complètement entendable aussi dans ces situations-là. Mais là, du coup, on mélangeait quoi. Et par la langue, par tout ça, on a vraiment vécu des moments un peu forts, quoi. C'était chouette. Et du coup, voilà, donc ça c'est Tahar qui a dessiné Adèle de la sécurité en bas. Et ça c'est fort. Hein. Ça c'est le premier atelier. Premier atelier. Alors un moment assez fantastique qui peut concilier justement cette idée d'être au plus près des campements et de faire de l'urgence et d'apporter autre chose à côté justement pour accompagner l'attente des personnes qui n'ont en fait rien à faire ou qui n'ont accès à rien. C'est qu'on est un lieu où les personnes vont trouver des douches, une buanderie et un espace de repos. Ils sont dans un système de survie, donc ils ne vont pas se poser la question de faire autre chose de leur journée. Et nous, on fait intervenir une compagnie, par exemple, ça s'appelle la compagnie Manque pas d'air, MPDA, qui est des chanteurs lyriques et des chorégraphes. Et donc, sans leur proposer l'activité en amont, les personnes viennent prendre des douches, ils vont se reposer pendant quelques heures et nous on ouvre un atelier pendant 2 heures, on va faire l'information et d'un coup il y a 10 personnes, Afghans, Somaliens, Érythréens, qui montent sans trop savoir ce qui va leur tomber sous le nez. Ils arrivent, il y a des chanteurs lyriques et là ils font du chant lyrique pendant 2 heures et ils s'expriment, ils ont un travail sur le prénom parce qu'il y avait vraiment une continuité aussi des ateliers avec un angle qui était de travailler sur le prénom et sur la personne. Et donc oui, c'est assez magique dans ces moments-là de voir ces mêmes personnes qui venaient juste prendre une douche où ils sont 200 dans un espace assez dur, d'un coup monter et chanter ensemble et s'exprimer et se reconnaître les uns avec les autres, connaître les prénoms, pouvoir exprimer même leurs prénoms. Et en fait, voilà, je pense que ça a été le rôle de l'ALT d'être au plus près des campements et donc dans l'urgence la plus extrême, voilà, gérer l'urgence la plus extrême et proposer à côté des ateliers et des services auxquels eux-mêmes n'ont plus l'idée de vouloir soit faire, soit appartenir parce qu'ils sont dans d'autres dynamiques. Donc ça, c'est des chouettes moments. Ici, c'est la salle de cours. Apprentissage des cours en français, des dessins, tout. Ça, salle de cours. Les cours, normalement, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi, tous les jours. Mais à cause de la pandémie, pour l'instant, c'est arrêté d'abord, mais bientôt, ça va reprendre. Mon nom c'est Mbombo Aruna, nationalité burkinabé. Je donne le cours de français en particulier aux migrants. Parce qu'ils sont tellement nombreux, les Afghans, les Pakistanais, les Soudanais, les Nigériens, les Maliens, qui ont des difficultés énormes. Il y a ceux qui ne parlent pas français, qui n'écoutent même pas, qui ne parlent que leur langue, comme les Afghans et les Pakistanais. Et puis, il y a aussi les Soudanais qui parlent qu'arabe, et le Nigérien qui parle que l'anglais. Et c'est
C'est un peu compliqué dans la masse. Tu cherches à les faire maîtriser. Parce que dans l'alphabet, il y a deux façons, en majuscule et en minuscule. Ceux qui lisent en majuscule ne peuvent pas lire en minuscule. Et bon, maintenant, il y a ceux maintenant qui ne connaissent pas compter aussi. Les chiffres, les lettres. Tu écris aussi en chiffres, en lettres, et puis tu les apprends aussi à lire. Alors quand il y a 3 bénévoles, on essaie de scinder. Il y a ceux qui prennent ceux qui sont débutants, qui ne comprennent absolument rien, et ceux qui prennent ceux qui sont déjà à peu près commencés à assimiler, et ceux maintenant qui lisent et qui cherchent à écrire, à lire et à écrire. Là, on essaie de diviser par 3 personnes. Il y a beaucoup de volontaires, puisque tu leur précises qu'ici en France, tant que tu ne parles pas, tu ne peux pas écrire, tu ne peux aller nulle part. Donc vous devez faire l'effort, le maximum d'effort pour écouter, parler au moins et chercher aussi à écrire un peu. Même si tu ne parles pas, tu dois écouter, tu dois parler un peu. Heureusement que les responsables, ils ont mis une bibliothèque avec tous les nécessaires qui nous facilite à donner le cours. Bon, c'est ça qui nous a aussi beaucoup soulagés, quoi. Il y a tous les nécessaires possibles. Il y a ceux qui sont spécialement pour guider ou pour montrer le chemin de ceux qui veulent faire des documents administratifs. Quand eux ils viennent, ils restent à l'entrée. Et quand vous venez me dire, si vous avez besoin de faire des documents administratifs, on vous guide vers eux. Ils vont vous expliquer tout ce qu'il faut. Là, il faut passer tous les systèmes qu'il faut, voilà. Alors, je m'appelle Mathilde, j'ai 26 ans et je suis intervenante sociale à la Maraude de France Terre d'Asile. On tourne avec notre équipe, on est plusieurs et on fait des permanences sociales environ 2 fois par semaine. Ici, on rencontre des demandeurs d'asile qui sont soit des primo-arrivants, soit des personnes qui sont arrivées en France depuis plusieurs mois, qui ont déjà entamé une procédure d'asile ou qui sont parfois même dublinés. Donc, on les oriente vers les structures les plus adaptées en fonction de leur situation. On fait donc du suivi social, administratif. On fait aussi quelques dossiers juridiques quand il y a besoin. Les gens qui viennent, il y en a qu'on rencontre des fois sur les campements, donc on connaît déjà. Il y en a qu'on rencontre ici. En général, ils ne parlent pas ou très peu français, mais on travaille toujours en binôme avec un médiateur. Donc c'est un collègue qui va parler une ou plusieurs langues présentes sur les campements informels de personnes exilées. Donc le contact est plutôt facile. L'idée, c'est que quand on rencontre une personne, on l'oriente vers la structure la plus adaptée et donc dans le meilleur des cas, on n'est pas à la revoir. Mais dans les faits, on est amené souvent à rencontrer plusieurs fois les mêmes personnes pour des problèmes différents souvent. C'est pratique d'avoir un lieu où on peut leur donner rendez-vous à ces personnes parce que sinon on travaille beaucoup sur le terrain. Quand on est là, en général, il y a pas mal de gens, ça vient en continu. Je pense à une famille qu'on avait rencontrée ici, avec qui on avait vachement de mal à discuter. C'est un agent de la sécurité de la halte humanitaire qui nous a aidés à faire la traduction et qui nous a permis de faire un suivi approprié, une orientation adaptée. Et je pense que sans lui, on aurait eu beaucoup de mal. Donc finalement, c'était bien qu'on soit à la halte et non pas sur le terrain. Sur la halte, on fait le filtrage à la rentrée. On explique pour les gens comment il va faire ici à l'intérieur. Il faut de la discipline, il n'y a pas de la violence. On fait les rondes dans la halte, on regarde est-ce qu'il n'y a pas de la violence, des gens qui volent leurs affaires des autres. De temps en temps, ça se passe bien, mais de temps en temps, il y a des conflits. Pour les bénéficiaires, ils ne comprennent pas quoi il y a des règles ici. Il y a des gens, ils préfèrent pour prendre sa douche et ils partent. Ils ne restent pas ici à la halte. Il y a des gens qui viennent, ils se reposent ici, ils restent jusqu'à presque toute la journée ici. Moi je suis là, je suis gentil avec tout le monde, j'essaie de comprendre avec tout le monde. Bon, ça passe bien. Même si tu es énervé, je vais essayer de te calmer. Je sais que si quelqu'un qui dort ailleurs, bon, c'est pas facile que tu causes avec eux, mais ça va quoi. Pour la douche, ça contient une serviette, des shampoings, puis le bleu, ça c'est, disons, une éponge. En un mot, une éponge et puis le plastique. Dès qu'ils finissent de se doucher, ils remettent tout dans le plastique et puis ils mettent à la poubelle.
Ici, c'est la salle d'attente. C'est la salle d'attente pour des bénéficiaires qui vont prendre les douches. Comme il y a 12 douches, donc du coup, ils sont obligés de s'asseoir là. On les fait passer 6 par 6. Chacun vient, on leur donne un ticket, on donne un kit, puis ils vont prendre les douches. Avant, j'étais avec mon ami, dormais dans la rue. Je passais prendre la thé au café, la petit déjeuner à la porte de la chapelle. En fait, j'étais là, je dors juste à côté là. Ouais. Et j'ai vu avec le distribué des petits déj, j'ai demandé est-ce que je peux faire le bénévole. Ouais. À la halte, j'occupe les stocks parce que je suis responsable des stocks pour préparer des kits hygiène. Ouais. Et j'ai sorti tous les matériels dans les stocks pour l'équipe. Quand il fait beau, au lieu de rester dans la salle, il y a d'autres qui préfèrent venir prendre un peu d'air là, causer, et puis après, on préfère ici, d'autres préfèrent là que la salle, parce que la salle aussi, donc c'est un peu, il y a du monde, mais ils préfèrent être ici à l'aise, avec du vent, tout, ils sont un peu plus à l'aise ici que dans la salle. Nous avons 2 blocs de 6 douches. C'est comme ça les douches sont. Ici, c'est le lavabo pour se brosser les dents. La suite de la halte, elle serait d'acter entre collectif et institution le fait qu'il y ait des déplacés qui arrivent et qu'au regard de la loi asile, il y aura toujours des exilés qui arrivent qui seront en situation d'errance, au moins pour un temps. Et ce serait d'avoir un bâtiment ressources dans lequel pourraient travailler toutes les associations en fonction du contexte. Et le contexte, il est très changeant en fonction des mises à l'abri, des saisons. En hiver, les déplacés se déplacent moins, justement, il y a moins d'arrivées sur Paris. Mais il faudrait un lieu un peu plus pérenne qui permette justement de se projeter un peu plus dans l'avenir. Et là, on est encore dans des dispositifs intercalaires, sur des temps donnés. La halte, elle a été reconduite mois après mois presque, jusqu'à 1 an, et en fonction du contexte, elle continue ou elle ne continue pas. Si on n'en avait pas ça, on va souffrir ici. Quand tu es dehors, tu es obligé de se laver, sinon ça ne va pas. Et on te lave les vêtements. Si on a besoin de toi pour parler un peu, tu dis là ce que ça passe, c'est normal. Parce que dans la vie, et chacun a son destin. Moi, j'étais bien en Espagne. Je travaillais, j'avais le papier. Mais avec la crise, je suis venu pour régler un problème de mon père. Parce que mon père, de son vivant, il avait les papiers français. Il est mort avant l'indépendance. J'ai dit que je vais partir en France, essayer de régler ça. Je suis venu ici. Moi, je peux te dire le moment où ça m'a frappé, la question des réfugiés. Moi, j'étais au Liban, je travaillais pour Médecins du Monde au Liban. Et donc, il y a eu cet afflux de réfugiés. Et l'Europe a réagi très violemment à cet afflux de réfugiés parce qu'on voyait des frontières se fermer et des murs se lever. Il y avait une espèce de crise politique en Europe et des institutions européennes pour gérer cet afflux de réfugiés. Et depuis le Liban, j'étais très choquée. Vous savez, la situation comme la nôtre est un peu difficile. Mentalement, psychologiquement, donc il faut avoir quelqu'un qui te conseille toujours de te dire les bonnes paroles, les douces, voilà. Comme ça, les sécurités, les travailleurs d'ici, ils sont gentils. Et puis bon, voilà, même s'il voit quelqu'un qui bagarre, il vient, il vous parle tranquillement, doucement. J'aime la tranquillité, je viens, je charge mon téléphone tranquillement. Et puis, s'il y a un travail social ici, bénévolement et aider les autres, eh bien, je suis prêt. Non. C'est les choses comme ça, j'aime voilà, de m'occuper et puis bon, de ne pas gaspiller de temps comme ça inutilement. Voilà, s'il y a du travail bénévole, et puis je suis prêt d'aller participer.